urgente qui n'attendent pas une seconde pour être posées, ou est-ce que sinon je vous propose de plutôt d'écouter Catherine Lys et de poser la question ensuite aux deux quand on a des possibilités. Y a-t-il des questions urgentes? Bien, d'abord je voudrais vous remercier de cette invitation. Invitation qui, au fond, me trouble un peu parce que c'est vrai que je ne suis pas une historienne de l'histoire publique, je suis une historienne très académique. Et ma spécialité, c'est l'Italie du XIXe siècle. Peut-être on pourrait dire ce qu'était l'histoire publique au XIXe siècle, c'est-à-dire des formes de médiation de l'histoire par le biais des rituels, de la monumentalité, etc. Mais je me retrouve avec grand plaisir invité ici à parler d'histoire publique en non spécialiste, parce que, à l'instar donc de mon collègue italien, j'ai monté à l'Université de Paris-Est Créteil un master d'histoire publique qui a ouvert en septembre 2015. Et donc c'est la première promotion qui est en train de faire ses stages actuellement. Alors, disons, il y a peut-être dans ce que je vais vous dire des choses qui vont recouper ce qui vient d'être dit, mais j'avais aussi axé ma communication de manière assez concrète sur la mise en place de ce master et à quoi il pouvait éventuellement répondre. Donc, ce que je voulais vous présenter tient, je dirais, en 3 points. J'aurais d'abord quelque chose qui reprendra en partie ce qui a été dit, mais pas tout à fait de la même façon. De quoi l'histoire publique est-elle le nom? De quoi parle-t-on quand on parle d'histoire publique? On en a déjà eu un peu l'impression, on parle de plein de choses différentes. Ensuite, dans un deuxième point, je voulais me poser la question, savoir pourquoi finalement l'université en France aujourd'hui répond à cette proposition de faire de l'histoire publique. Pourquoi maintenant? Et puis, dans un troisième temps, peut-être plus rapidement, ça dépendra un petit peu du temps que j'aurais pris au départ, j'aimerais vous présenter rapidement la réponse qu'on a tenté de mettre en place à Paris-Est Créteil. Alors d'abord, de quoi l'histoire publique est-elle le nom? Eh bien, pour le dire très simplement, en France, elle n'est pas le nom de grand-chose, puisque quand on parle d'histoire publique, généralement, personne ne comprend de quoi on parle, et on pense que c'est un master qui fait peut-être l'histoire de l'administration publique, peut-être l'histoire des politiques publiques. Bon, et finalement, ce serait plus efficace de l'appeler Master d'Histoire publique / Public History, mais évidemment, avoir un titre en anglais dans une université française est purement et simplement inconcevable. Donc, de quoi est-elle le nom? Je dois dire que cette absence de connaissance de ce qu'est l'histoire publique ou la public history tranche très fortement avec la situation qu'on peut observer dans le monde anglo-saxon, puisque que ce soit, comme on l'a dit, en Australie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on est plutôt dans une période que je qualifierais de maturité, puisque dans les 4 dernières années, pas moins de 5 manuels, ce qu'on appelle des handbooks, textbooks de public history, ont été publiés, que ce soit par De Gruyter, Routledge, etc. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce que c'est, alors que du côté anglo-saxon, on en est déjà à faire des manuels à usage universitaire, donc qui sont en mesure, je dirais, de présenter de manière claire les différentes options possibles de l'histoire publique. Sans compter, disons, des publications extrêmement nombreuses. Si vous allez voir dans n'importe quel catalogue, celui de la BNF par exemple, vous tapez Public History et vous verrez que depuis au moins 2011-2012, il y a des dizaines d'ouvrages qui sont sortis. Alors, quand on les lit, on se rend compte qu'effectivement, l'histoire publique ne veut pas dire la même chose pour tout le monde.
et que l'histoire publique a une histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut en démêler un petit peu les racines. La première, c'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est l'héritage de l'histoire sociale qu'on a appelée Radical History des années 60-70 dans les pays anglo-saxons, qui a eu un écho en France avec les débats sur ce qu'on appelle la culture populaire, hein, et qui étaient donc ces réflexions qui cherchaient à donner la parole à ce qu'on appelait les gens ordinaires, hein, par opposition aux élites, et dont un des plus grands représentants est sans doute Edward B. Thompson, dans son livre The Making of the English Working Class, où on voit bien que cette culture populaire n'est pas, je dirais, surplombée par l'historien, mais qu'elle est coproduite par, enfin plutôt qu'elle n'est pas surplombée par l'observateur, celui qui définit la classe ouvrière, mais qu'elle est coproduite par les ouvriers eux-mêmes. Donc dans cet état d'esprit, si vous voulez, on a eu toute une série de travaux qui ont mis l'accent sur la manière dont des groupes, la classe ouvrière, les femmes, disaient, racontaient leur propre histoire, indépendamment d'une histoire considérée comme académique ou élitiste. Et là, si vous voulez, on a, je crois, dans cette contestation à la fois de l'establishment académique, mais également de l'ordre social dans les années 60 et 70, une des premières racines de la public history. La seconde, elle est, je dirais, beaucoup plus simple, et c'est celle que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui, et qui est, mais j'y reviendrai un peu tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée qu'il faut que les historiens parlent à d'autres historiens, que les historiens parlent aux historiens ne suffit pas, et qu'il faut avoir la volonté et les moyens de parler l'histoire autrement à d'autres publics. Donc ces deux approches, si vous voulez, qui ne sont pas forcément antithétiques, mais qui débouchent quand même sur des problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, on pourra y revenir, impliquent toute une série de questions. La première approche, celle de l'histoire radicale, la radical history, peut se subdiviser, si vous voulez, en deux options possibles. Soit l'option très éclatée, chaque groupe a sa parole, chaque groupe écrit son histoire, chaque groupe, voire chaque individu, hein, et l'engouement pour la généalogie le montre bien, chaque groupe donc va réinventer son histoire et donner lieu à une espèce de patchwork de récits historiques qui ont chacun leur validité, mais qui, d'une certaine façon, ne se répondent pas les uns aux autres. L'autre possibilité dans cet ordre d'esprit, c'est d'inciter les individus, les communautés, les groupes, les nationalités à s'insérer ou à insérer leur discours dans un cadre historique déjà construit en amont, le grand récit national, le grand récit des luttes sociales, et je dirais de l'alimenter. Donc vous voyez que déjà, même si l'on prend la première interprétation, celle d'une histoire publique qui serait une histoire des groupes, il y a déjà quand même deux options possibles. Pour ce qui est de l'idée assez simple qu'il faut que l'historien puisse parler à d'autres publics qu'à ses pairs, il est évident que déjà la notion même de public, hein, vous l'avez dit, pose problème. Le public, ça ne veut rien dire. Il y a des publics très différents et est également, si vous voulez, contestable l'idée d'un historien actif et d'un public passif. Bien entendu, le public n'est pas passif et il faut parler plutôt de coproduction de l'histoire ou, comme on dit, de shared authority, d'autorité partagée, pour montrer que l'historien professionnel
n'est pas en situation de surplomb, n'est pas en situation, je dirais, d'imposition d'un discours, mais qu'il s'agit bien d'une coproduction de savoir. Quoi qu'il en soit, ces deux approches mettent fortement en cause l'histoire avec un grand H et la position de l'historien comme seul détenteur de ce savoir. Par conséquent, toute une série de questions se posent. Qui produit le savoir historique? Où et comment est-il produit? Comment est-il transmis? Comment est-il consommé? Et comment l'histoire s'articule-t-elle? Comment ce discours historique s'articule-t-il avec la nation, les sciences, le journalisme, les médias? Toutes sortes de questions qui sont, pour nous, je crois, extrêmement importantes. Donc, dans les deux cas, c'est bien la posture de l'historien détenteur d'une histoire, entre guillemets, vraie, qui est mise en cause, et qui est d'autant plus mise en cause, et ça c'est peut-être une spécificité française, mais en Italie c'est plutôt la littérature. D'autant plus vrai que depuis le XIXe siècle, les historiens se sont formés et professionnalisés dans un cadre fortement national et au service de problématiques fortement nationales. Autrement dit, l'identité nationale française a été inventée et transmise par les historiens, alors qu'il est vrai qu'en Italie, c'est plutôt la littérature, c'est plutôt De Santis qui est le vecteur d'une identité nationale italienne réinventée. Par conséquent, cette, je dirais, implication depuis le début de l'historien professionnel dans un contexte de forte identité nationale peut le rendre à la fois suspect et d'autre part, évidemment, fortement, je dirais, engagé dans ces débats. Et c'est ce qu'on voit très régulièrement. Alors en France, bien entendu, avec par exemple tout le débat sur le musée d'histoire de France ou tous les débats actuels sur le passé colonial. Mais ce n'est pas seulement en France, c'est-à-dire qu'on le voit en Australie, on le voit aux États-Unis, etc. Donc si les historiens professionnels qui sont engagés dans ces débats ne sont pas d'accord, cela renforce d'autant plus cette hypothèse d'un relatif pyrrhonisme historique, c'est-à-dire relativisme historique. Et de fait, si vous voulez, cette position en surplomb de l'historien n'est plus tout à fait tenable. Dans le même ordre d'idées, la posture de l'historien professionnel est contestée par la nature de son travail qui a évolué. Alors ça fait quand même un bout de temps qu'on est sorti des archives, hein, Dieu merci, et qu'on s'intéresse à plein d'autres choses que, même si je vois l'éminent archiviste qui me regarde, mais qui sait très bien que maintenant les archives sont très largement diversifiées, que les archives orales sont évidemment parfaitement entrées dans le travail de l'historien, tout comme les objets, les artefacts, l'architecture, les monuments, les rituels, tout ça n'est pas particulièrement nouveau. Ce qui va être nouveau, et c'est à quoi il faut que l'on réfléchisse beaucoup, c'est l'archive numérique, hein, là qui ouvre à la fois des dangers et des potentialités considérables. Mais je dirais que le travail de l'historien dans la constitution même des corpus est lui aussi, sinon contesté, du moins relativisé. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, personnellement j'ai découvert récemment, de cette ancienne prison devenue un lieu pour accueillir les prostituées, puis les migrants à Sydney, hein, qui est maintenant présentée avec, dans l'entrée, une cage avec des rats vivants.
Pourquoi? Parce que ces rats, qui ont toujours habité dans ce bâtiment, en particulier à l'époque où il y avait des prisonniers et des femmes prostituées, eh bien ces rats ont passé leur temps à piquer des objets. Donc ils ont traîné dans leur petit nid des morceaux d'étoffe, des bonnets, des cuillères, toutes sortes d'objets qui ont constitué finalement un dépôt archéologique dans lequel l'archéologue n'a rien à faire sauf à le constater. Et donc cette idée, si vous voulez, de la constitution du corpus par l'historien lui-même est là poussée très loin, si vous voulez, puisque c'est l'activité de ces charmantes petites bêtes qui finalement fait office d'archéologie. Bien, donc un travail d'historien contesté dans un cadre historiographique renouvelé. Mais comment en France, dans ces conditions, vient-on à envisager un master de public history? D'abord parce qu'on assiste, et vous l'avez dit, en France, à ce qu'on peut appeler un boom de l'histoire. Alors c'est pas tout à fait nouveau, on a déjà eu l'expérience de Montaillou, village occitan, qui a quand même été vendu à des millions d'exemplaires et traduit en 23 langues. C'était il y a un certain temps, c'est un âge d'or, parce que Montaillou, village occitan, c'était un livre publié par Gallimard dans la bibliothèque des histoires. Mais il n'empêche qu'on a aujourd'hui une demande sociale d'histoire particulièrement forte et une histoire qui est vraiment consommée sous forme de patrimoine, sous forme de généalogie, sous forme d'éducation et sous forme de divertissement. Alors, il suffit simplement peut-être de citer les émissions de radio, d'Emmanuel Laurentat à Jean-Noël Jeannet, pour les plus, entre guillemets, sérieuses, et on reviendra là-dessus, jusqu'aux émissions et maintenant aux pièces de théâtre de Franck Ferrand ou de Stéphane Bern, la multiplication des magazines, comme le magazine d'histoire, qui a été pionnier dans cette volonté de transmettre l'histoire en train de se faire dans les universités à un plus vaste public, mais en passant par Historia, en passant également aujourd'hui par les innombrables suppléments historiques de Paris Match, de Marianne, de toutes sortes, enfin la plupart des grands quotidiens ou des grands magazines. Le problème de l'édition, entre une édition d'histoire assez grand public, Laurent Deutsch, Max Gallo, qui tire à des dizaines de milliers d'exemplaires, et en revanche une édition historique faite par les universitaires qui peine à atteindre les 800 exemplaires, à quelques exceptions près et incompréhensibles, comme par exemple Les Somnambules de Christopher Clark, un pavé de 900 pages sur les débuts de la guerre de 14, qui fait porter le chapeau à la Serbie, ce qui est un peu original, ou encore le chapeau de Vermeer, qui sont des ouvrages d'historiens académiques qui ont tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, une édition, si vous voulez, assez clivée, mais au sein de laquelle on sent que cette demande d'histoire de la part de la société, parfois, trouve une réponse. Ajoutons à cela les séries télé, qui, certaines comme Un village français, se veulent directement, je dirais, une série d'histoires publiques destinées à faire comprendre les situations dans lesquelles on pouvait se trouver en France pendant l'occupation, donc avec tous les cas de figure, des résistants au collabo, résistants occasionnels, etc. Mais aussi, il faut bien le dire, les grandes séries historiques comme Robe ou les Tudors, qui ne sont pas fausses historiquement, qui sont extrêmement bien faites et qui participent, si vous voulez, de ce goût de l'histoire de la part du public. Ajoutons à cela cette spécialité française qui est celle de la commémoration, depuis 1989, depuis le bicentenaire de la Révolution française, en passant par
les cérémonies pour le débarquement, et aujourd'hui, bien entendu, la vague commémorative de la Première Guerre mondiale, on a tout un, si vous voulez, une espèce de sensibilisation ajoute à l'ouverture d'un grand nombre de musées historiques, comme le musée de l'histoire de l'immigration, le mémorial de Péronne, le musée de la Grande Guerre à Meaux, etc., etc. Donc, une demande d'histoire de la part de la société, en partie remplie, en partie, si vous voulez, à laquelle on répond en partie, de la manière, je dirais, la plus étatique, les commémorations, jusqu'au niveau de la petite commune qui va aller célébrer la Première Guerre mondiale qui se sera déroulée à 10 km de là. Juste un tout petit détail, enfin c'est pas un détail par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les lois mémorielles. C'est une parenthèse, mais je crois importante pour la différence entre la France et l'Italie. Les lois que vous avez mentionnées sont des lois qui permettent à l'Italie de rattraper un très fort déficit de commémoration sur la période de l'après-guerre, et qui témoignent de mémoire extrêmement divisée, hein, avec la suppression de, si mes souvenirs sont exacts, du 25 juillet, enfin, il y a eu une espèce de remise à plat de ce qui pouvait être commémoré en Italie avec ces deux lois. Ce qu'on appelle les lois mémorielles en France, c'est très différent. Ce sont des lois qui font qu'un certain nombre de sujets historiques ne peuvent plus être traités librement sous risque d'aller au pénal. Hein? Que ce soit les lois Guesso, les lois sur les génocides arméniens, c'est-à-dire que des historiens qui s'empareraient du génocide arménien ou de l'esclavage, comme ça a été le cas pour Petré Grenouillot, et qui ne diraient pas ce que la loi permet de dire, peuvent être condamnés au pénal. Et c'est aujourd'hui une loi d'ailleurs européenne, qui n'est pas encore appliquée en France, mais c'est en tout cas une directive européenne. Donc, juste pour, justement dans cette histoire publique, le côté public peut être parfois assez contraignant pour les historiens. Mais enfin, je ferme la parenthèse. Deuxième aspect, donc une très forte demande sociale, mais deuxième aspect du côté de l'université, eh bien les universités sont soumises à de très fortes pressions. Et ça, c'est, je crois, un point qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, qui amène les historiens eux-mêmes à redéfinir leur position. Aujourd'hui, et depuis maintenant 5-6 ans, les universités sont de plus en plus poussées à adopter un mode entrepreneurial et néolibéral de production et de diffusion du savoir, avec ce critère omniprésent qui est celui de l'impact de la recherche. L'impact de la recherche systématiquement invoqué comme mesure de la qualité et qui constitue la justification sans cesse accrue de la légitimité de leur financement. Ça, ce mode entrepreneurial, cette insistance mise sur l'impact des travaux est extrêmement importante parce que elle produit, enfin elle implique ou elle induit l'université à produire un savoir sur mesure en fonction de la demande. Ce qui ne répond pas à la demande est relégué dans les oubliettes de l'antiquariat. Ça fait pas de mal, ça coûte pas cher et ça n'ennuie personne. Mais la réponse à la demande, eh bien, à l'évidence, c'est aussi une réponse à cette demande sociale d'histoire. Avec l'injonction à mesurer, même quantitativement, l'impact de l'histoire sur le monde. Or, c'est, je crois, une injonction particulièrement malvenue pour l'histoire, car la découverte en histoire, désormais, n'est plus une découverte ou une rupture
interne à la discipline, mais devient la découverte d'un demi-crâne de souverain qui aurait été tué à tel... C'est-à-dire, cet impact, si vous voulez, il se mesure en l'aspect de plus en plus ridicule des découvertes soi-disant historiques. Alors que la vraie découverte en histoire, elle est interne à la discipline, elle est souvent modeste et discrète, et elle ne permet pas de faire des émissions de radio particulièrement grand public. Mais il n'empêche que cette injonction à l'impact, elle est particulièrement forte. Ajoutez à cela la demande de plus en plus explicite faite à l'université, quelle que soit la discipline, de remplir une fonction sociale qui est celle de répondre à l'attente du marché du travail. D'abord avec la possibilité d'accueillir tous les étudiants pendant au moins 5 ans. Autrement dit, si on est un peu cynique, de baisser le chiffre du chômage un petit peu, mais aussi de proposer des formations qui répondent aux attentes du marché du travail. Je dis tout de suite, je ne suis absolument pas contre, mais ça ne peut pas être que ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une demande qui est extrêmement forte. Alors, face à cela, si vous voulez, et c'est la réponse possible, c'est précisément ce master d'histoire publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'université de Paris-Est-Créteil, qui n'est pas Paris-Centre, qui n'est pas Paris-Sorbonne, entre d'une part la préoccupation qui était la mienne, de savoir quel avenir ont nos étudiants en histoire, et constatant que de moins en moins les étudiants en histoire se tournent vers les concours, ces fameux concours, le CAPES et l'agrégation, qui normalement étaient des débouchés naturels, eh bien, pour des raisons diverses et variées, qui ont été l'énorme cafouillage sur les masters MEF, et puis peut-être l'attractivité du métier tout simplement, il y a de moins en moins d'étudiants, et ils le disent très clairement, ils ne veulent pas être profs, ils ne veulent pas être enseignants. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur trouver? Et d'autre part, eh bien, cette demande en histoire qui était de plus en plus importante, où on s'est dit qu'il y avait peut-être une possibilité de, entre les deux, eh bien, proposer une formation qui pourrait préserver le métier d'historien dans ses prérogatives et ses qualifications qui ont été rappelées par mon collègue italien sur lesquelles je pourrais éventuellement revenir, ouvrir une possibilité de débouché et répondre également à des attentes de la part des acteurs de cette diffusion de l'histoire. Alors, quand Serge Noiret m'a dit un jour au cours d'une conversation « Mais pourquoi tu ne montes pas un master d'histoire publique ?» Finalement, ça a été un petit peu le déclic. Alors, je me suis dit, c'est pas possible que personne n'ait eu l'idée. Donc j'ai été faire un petit benchmark, regarder ce qui se faisait en France, et je me suis rendu compte effectivement qu'à la différence des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de l'Allemagne, etc., il n'y avait pas de master qui s'appelait Histoire publique. Donc je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'en France, et ça c'est une spécificité française, je crois, on avait, si vous voulez, un grand nombre de masters patrimoine qui avaient été créés d'un côté, pour répondre effectivement à cette demande de heritage studies ou patrimonialisation, etc. Et de l'autre, un très grand nombre de masters en médiation culturelle. Donc au fond, le master d'histoire publique se situe un peu à la crête entre ces deux spécialités, c'est-à-dire une médiation culturelle, mais une médiation culturelle spécialisée en histoire, et pour ce qui est du patrimoine, oui, mais pas seulement. Donc, une fois qu'il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'autres masters en histoire publique, eh bien, on a essayé de le monter. Alors, je ne vais pas rentrer sur l'organisation du master lui-même, mais je dirais simplement qu'il est composé d'une part, des enseignements théoriques
sur ce que c'est que l'histoire publique, ce que je vous ai raconté à l'instant, si vous voulez, et puis sur histoire et mémoire, en essayant de montrer le lien entre histoire et mémoire depuis l'Antiquité, hein, de la damnatio memoriae, je dirais, jusqu'aux lois mémorielles. Hein. Donc, ces relations. Il y a un certain nombre d'UE qui sont des UE faites par des professionnels de la radio, du web, de la télévision, du cinéma, des musées, donc autour du thème d'écrire l'histoire, hein, mais comment on décline ces écritures de l'histoire en fonction des contraintes inhérentes à chacun de ces médiums. Il y a une partie internationale avec un déplacement pour essayer de comprendre. On travaille avec Trieste, qui en termes de public history est sans doute une des villes d'Italie les plus intéressantes parce que les plus contrastées, hein, entre les FOIB, bon. Donc avec tout un travail sur ce que c'est que les mémoires divisées à l'étranger et la possibilité donc d'aller sur place, et puis un lien qui reste fort avec le master recherche quand même, ce sont encore des historiens et ils sont encore plongés dans la recherche en histoire parce que c'est fondamental pour qu'ils ne soient pas que des communicants, si je puis dire. Et puis, enfin, au second semestre, ils font tous un stage. Donc, cette proposition, elle a rencontré, je dirais, un très fort appui de la part des partenaires qu'on est allé solliciter. Que ce soit le musée de l'immigration, le musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, le musée de la Résistance nationale à Champigny, l'école française de Rome, BNP Paribas pour son site web, Générique, donc des associations, des musées, du privé, une boîte de Serious Game qui s'appelle Manzalab également. Donc on a eu en face de nous des gens qui nous ont dit c'est exactement ce qu'on voudrait. En revanche, ça a été moins facile du côté de l'université. Alors sans rentrer dans les détails, hein, je dirais qu'il y a eu des résistances disciplinaires, des résistances financières et des résistances en termes de communication. Les résistances disciplinaires, je ne vais pas m'étendre dessus, mais elles ressortent, si vous voulez, de tout ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que faire de l'histoire publique, c'est toujours faire de l'histoire, mais c'est faire une histoire différente et qui, pour certains collègues, apparaît comme une sous-histoire. Bon. Le problème du support financier, ça c'est un problème assez général, c'est-à-dire qu'il faut monter de nouvelles formations à coût constant. Donc ça veut dire que si on veut habiller Paul, il faut déshabiller Jacques. Et là, en l'occurrence, Jacques, c'était en partie le master recherche. Donc ça a évidemment créé des tensions, mais on a quand même eu un petit peu d'appui pour les vacations. Et puis, un problème en termes de communication. Quand on monte un nouveau master, il faut de la communication, il faut faire parler de lui. De ce point de vue-là, on n'a eu absolument aucun soutien. Donc, c'était le master d'histoire publique le plus secret de France. Bon, c'est un peu paradoxal, mais finalement, on a quand même eu une dizaine d'étudiants. De toute façon, c'est un master qui ne peut pas tourner à plus de 20 étudiants, puisqu'on a des stages. Mais j'espère que cette année, finalement, le bouche à oreille, un peu de radio, un peu de presse, ça nous permettra de sélectionner un certain nombre d'étudiants. Sélectionner un certain nombre d'étudiants, j'ai dit là un mot horrible, car finalement, il y a quand même un vrai problème qui va se poser, parce que si on ne peut pas sélectionner à l'entrée en M2, puisque c'est un master 2, on ne pourra pas ouvrir le master. C'est-à-dire que si on a 70 candidatures et qu'on ne peut pas en sélectionner au maximum 20, on ne pourra pas fonctionner. Parce qu'on ne pourra pas leur donner les projets tutorés et les stages qui sont partie prenante du cursus. Donc je le mentionne un peu en assise, puisque c'est un problème assez brûlant, ce problème de la sélection, mais dans un certain nombre de masters, c'est le guichet fermé où la sélection est indispensable, parce que sinon ça les rend purement et simplement inopérationnels. Bien. Donc,
Pour conclure, ce master existe depuis 1 an, donc je n'ai aucun retour sur le devenir professionnel de ces étudiants. Ce que je peux dire, c'est que ça rencontre un certain intérêt, donc finalement, cette invitation témoigne. Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va faire après? Il y a 3 solutions, et je finirai là-dessus. Quelle évolution? Première possibilité, la spécialisation. Notre master est assez généraliste, c'est-à-dire qu'il donne à nos étudiants, à côté du socle d'historien, un certain nombre de pistes, en particulier sur les modalités de communication, d'écriture, de l'histoire, dans des supports différents. On pourrait envisager de se spécialiser sur un type de support, la Digital Public History, ou l'écriture muséale, ou la radio. Donc ça, ce serait ou la réflexion, quoi, à l'instar d'un certain nombre de masters allemands en histoire publique qui sont très tournés sur la théorie, beaucoup plus que sur la pratique. Donc on pourrait envisager de le spécialiser. Deuxième option, l'internationaliser. C'est ce vers quoi on essaye d'avancer en essayant de faire un accord avec l'Université de Trieste qui est intéressée, donc pour essayer de donner à nos étudiants, outre cette formation sur la France, également une ouverture sur l'international. Alors, je dis tout de suite, puisque j'ai mon voisin qui a monté un master d'histoire publique, que nos masters ne sont pas la même chose. C'est-à-dire que nous, on est dans le cadre années 4 et 5 après le bac, alors qu'en Italie, un master, c'est plutôt ce qu'on appellera en France un diplôme universitaire. C'est-à-dire que ça vient après ce qu'on appelle en Italie la laurea magistrale. Donc, rien n'empêche qu'on ait un master Créteil-Trieste et en DU, eh bien, un accord avec Reggio. Voilà, mais là, nous, on est un petit peu décalé, si vous voulez, en termes de possibilités d'accord. Mais l'internationalisation, c'est une remarquable opportunité pour nos étudiants. Pardon. La troisième possibilité, c'est la professionnalisation. Par professionnalisation, je veux dire simplement qu'on pourrait envisager que ce master d'histoire publique, qui est un master en formation initiale, devienne un master en formation continue. L'avantage, c'est que ça rapporterait de l'argent pour l'alimenter, puisque ce sont des entreprises qui vont payer pour pouvoir envoyer leurs salariés se spécialiser au sein de ce master. Donc c'est une assez bonne opération. Le problème, c'est l'organisation logistique, tout simplement. La formation continue, c'est très très compliqué à monter et ça oblige aussi à une refonte complète des emplois du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la fois des étudiants en formation initiale et des étudiants en formation continue. C'est très terre-à-terre, mais c'est une réalité. C'est-à-dire quand on vient déjà de passer 4 ans à monter ce master, l'idée de repartir pour 3 ans sur de la formation continue fera passer le relais. Mais disons que c'est une possibilité. Donc vous le voyez, ce master d'histoire publique, dans le contexte français, il répond très clairement, d'une part, à ce désir finalement que l'histoire qui semble plaire au grand public puisse être faite en plus des historiens non professionnels contre lesquels je n'ai absolument rien, mais puisse être faite plutôt par des vrais historiens qui auront la rigueur méthodologique, mais qui seront capables aussi d'une curiosité et d'une adaptation à leur public. Ce master répond également au changement en profondeur de l'université française aujourd'hui, et donc des injonctions qui lui sont faites, auxquelles on peut bien évidemment décider de ne pas répondre du tout. À mon avis, ce qui est extrêmement risqué dans le contexte actuel. Et donc, injonction auxquelles j'ai préféré répondre
d'autant qu'elle me semblait aller dans le sens de l'intérêt de mes étudiants. Voilà. Donc, je voudrais savoir quelles autres disciplines vous pouvez convoquer. Alors moi j'ai trouvé vraiment très intéressant les évolutions de l'histoire, et dans votre explique également, comment finalement on voit que l'histoire académique évolue énormément à travers vos approches. Et pour moi, qui suis à l'origine, j'ai fait de l'histoire, mais de la sociologie aussi, et plus précisément de la sociologie clinique, je vois qu'en termes d'approche, vraiment vous traitez, enfin il y a des conjonctions possibles avec ce qu'on appelle l'approche clinique en sciences sociales, qui porte sur la posture de l'intervenant, sur la co-construction des savoirs avec les personnes que l'on sollicite, qui porte sur les questions éthiques, la responsabilité, enfin, donc je trouve que là il y a des convergences, et sur les méthodologies, ça, on travaille sur des processus et non pas sur des faits uniquement, une approche collective qui s'appuie effectivement sur les fondements de l'histoire, dans notre cas, et sur... voilà, donc ça c'est quand même très important. Donc quel lien vous faites avec ces approches dans d'autres disciplines voilà, qui portent plus sur ces conceptions un peu différentes. Et parmi ces conceptions, vous avez beaucoup fait référence au public. Donc vous avez dit, ça se fait, l'histoire se construit avec les publics, pour les publics, voilà, donc ça je trouve que ça mérite peut-être d'être repris, puisque quand vous parlez de public, les publics c'est à la fois l'adresse, c'est-à-dire l'histoire, vous construisez de l'histoire, vous élaborez de l'histoire, qui s'adresse à des publics plus larges, mais vous construisez aussi les savoirs de l'histoire en vous appuyant avec le public. Donc là, j'ai été étonnée que dans vos exposés, à aucun moment vous n'avez cité la notion de témoin. Testimone. La notion de témoin, parce qu'on parle du public, mais non pas de témoin. Or, par exemple, nous, dans le projet qui s'appelle Passerelle de mémoire, on forme aussi, enfin, on s'adresse pour recueillir l'expérience et l'histoire individuelle, on s'adresse à des témoins. Donc, qu'est-ce que ça implique pour vous? Comment voilà, vous reprenez cette notion de témoin qui renvoie aussi à la notion de mémoire, puisqu'un témoin est une ressource. Oui, vous parlez aussi d'archive orale. Moi, je parlerais plutôt, disons, on a accès à l'histoire individuelle par le récit. Donc, par le récit qu'en fait la personne qui a vécu cette histoire. Donc, vous voyez, on tourne comme ça autour de notions différentes, mais qui, à mon avis, ont des implications importantes sur le travail que l'on réalise. Voilà, donc, comment vous définissez la notion de témoin, de récit historique à partir de témoins, et est-ce que pour vous, dans ce travail, on fait œuvre d'histoire, est-ce qu'on fait de l'histoire ou on fait de la mémoire? Comment donc vous reprenez aussi cette distinction entre histoire et mémoire? Merci. Tu lui donnes combien de temps pour développer? C'est beaucoup. Dico una cosa poi. No, vai. Sì, sono molte cose. Il y a beaucoup de questions. Io credo che il public historians debba essere assolutamente interdisciplinare e lavorare collettivamente. Il crois que les public historians doivent être absolument interdisciplinaires et travailler collectivement. E naturalmente ci sono alcune discipline che possono essere più immediatamente utili allo storico pubblico, come l'antropologia e la sociologia. Il y a des disciplines qui sont plus directement utiles à l'historien public comme la sociologie et l'anthropologie. Ma direi che deve essere aperto a tutti gli apporti delle scienze umane. Mais il faut qu'il soit ouvert à tous les apports des sciences humaines.
In particolare questo si vede, sì, non ho parlato del testimone, ma se ricordate abbiamo enfatizzato la storia orale. Lui, il n'a pas parlé du témoin, mais il a mis l'accent sur l'histoire orale. Per esempio nel nostro master noi abbiamo dedicato un corso specifico alla storia orale e ai progetti di comunità. Dans leur master, ils ont consacré un cours entier sur les projets d'histoire orale et les projets des communautés, sur l'histoire orale et les projets portés par les communautés. Dove per progetti di comunità intendiamo per esempio la riattualizzazione di luoghi di memoria. Et par exemple, des projets peuvent être la réactualisation des lieux de mémoire. Che possono essere ad esempio la trasformazione di aree di vecchia industrializzazione in parchi archeologici. Par exemple, la transformation d'anciens lieux industriels en parcs archéologiques. Questi progetti si fanno con la comunità e quindi con la testimonianza degli abitanti, degli ex lavoratori di quei luoghi o di quelli che hanno abitato in passato in quei luoghi e quelli che oggi abitano in quei luoghi e quello che si aspettano che possa diventare quel luogo. Donc tout ça, ça se fait avec les témoignages des personnes qui ont habité à l'époque dans ces lieux, qui habitent maintenant, de leur attente, des personnes qui ont travaillé dans les usines par exemple, et donc les témoignages c'est très important. Inoltre l'atto stesso della testimonianza è uno, secondo me, degli esempi più interessanti per la public history. L'acte même de témoigner, c'est un des aspects les plus importants de la public history. Perché è quello che più evidentemente richiama a quella idea di essere tutti storici. Parce que c'est celui qui rappelle le plus fortement l'idée que nous sommes tous des historiens. Perché quando si realizza un rapporto tra una persona che intervista un'altra persona e la persona che rende testimonianza, quello è un atto sociale. Parce que quand on établit une relation entre la personne qui interroge, qui prend le témoignage, la personne qui témoigne, c'est un acte social. E in questo modo si può lavorare per trasferire il racconto individuale e quindi in qualche modo la memoria individuale e connetterla dentro un racconto di comunità che poi con il lavoro collettivo e il ruolo dello storico pubblico diventa un pezzo della storia o, se volete, del patrimonio culturale di una comunità. Et c'est comme ça qu'on peut, avec cette relation, on peut transmettre ce récit individuel vers un récit collectif, vers l'histoire de la communauté. Et c'était tellement magnifique que j'ai oublié. Non, ok. Quello che voglio dire è che il racconto individuale diventa in questo modo, essendo un atto sociale, diventa il racconto, viene connesso dal lavoro dello storico pubblico quindi in un racconto di comunità, in una memoria collettiva. Avec le rôle de l'historien public, ça devient partie d'un récit d'une communauté, donc d'une histoire collettive. E allo stesso tempo può diventare un anello di una catena più grande, che è quello a cui si riferiva prima Catherine Brice, cioè
aiutare una comunità a pensare storicamente, cioè a non radicalizzare la propria memoria come uno spazio esclusivo, uno spazio proprietario. Donc ça devient un maillon dans une chaîne plus grande et ça peut aider ça peut contribuer à ne pas penser la mémoire comme à ne pas radicaliser, à ne pas penser la mémoire comme une propriété ou comme un espace esclusif, mais partager cet travail collettif. Sì, e in questo senso il rapporto tra la memoria e la storia diventa qualcosa di virtuoso, qualcosa che si alimenta vicendevolmente, che non è in alternativa, ma che alimenta la storia, alimenta la memoria e la memoria alimenta la storia. Et dans ce sens, ça devient quelque chose qui n'est pas alternatif, mais qui se nourrit mutuellement. Donc l'histoire nourrit la mémoire et vice-versa, la mémoire nourrit l'histoire. Peut-être quand même pour répondre rapidement à votre question, parce que moi je suis un peu obligée de me dissocier, si vous voulez. D'abord parce que le master d'histoire publique de l'UPEC est un master assez modeste, dans la mesure où, effectivement, il va être interdisciplinaire, mais parce que des historiens vont apprendre d'autres techniques disciplinaires, mais plutôt dans les modalités de diffusion. Travailler collectivement, oui bien sûr, dès qu'on travaille dans une entreprise, dans un groupe, on est obligé de travailler collectivement, et eux-mêmes font un certain nombre de travaux collectifs. Mais, si vous voulez, si on a davantage d'heures, on ira peut-être creuser du côté de l'interdisciplinarité, mais j'insiste quand même avec, là pour le coup, quand même, la prévalence de l'histoire pour ce type d'approche. Travailler avec des anthropologues, des sociologues, des littéraires, des communicants, des gens qui font de la communication, c'est évidemment très important, mais on est dans une démarche d'histoire. Alors, pour ce qui est des questions concernant les témoins et les enquêtes orales, je dirais, alors là, du côté de l'histoire académique, entre guillemets, je veux dire, le témoin, il y a eu des réflexions quand même fondamentales d'Annette Vivorca. Dans l'ère du témoin, on sait que les témoins mentent. Ils mentent tout le temps. Mais involontairement. C'est-à-dire qu'ils racontent une petite portion de ce qu'ils ont vu et ils pensent avoir vu les choses. Et ils ne les ont pas vues parce qu'en réalité, on leur a raconté. Donc le travail de l'historien, là, c'est d'effectivement essayer de mesurer l'intérêt du delta qu'il y a entre ce qu'on peut savoir, ce que dit un témoin, pourquoi il le dit, comment il le dit. De la même façon, les grandes enquêtes d'archives orales, elles remontent aux années 70, comme je le disais tout à l'heure, aux travaux autour de la culture populaire, où il y a toute cette volonté de faire remonter cette culture populaire pour découvrir qu'elle était complètement inventée au XIXe siècle. Donc voilà, c'est des travaux, enfin là, du coup, les historiens ont travaillé là-dessus. Je veux dire, ils savent que la culture, elle est populaire et en permanente réinvention. L'invention de la tradition, c'est des travaux d'Oxbow Manager, et ça, c'est un peu le socle de beaucoup de travaux aujourd'hui. Et donc les témoins, il faut les écouter, il faut s'en méfier. Mais tout le travail critique et de distance par rapport aux témoins, c'est fondamental et c'est très intéressant. Voilà. Sì, on ne peut pas dire que les témoins mentent. No. J'ai dit involontairement. Alors je faisais un peu de provocation. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'ils ne mentent pas, ce sont des acteurs sociaux. Ils disent leur vérité. Ce sont des acteurs sociaux et des sujets individuels dont le discours est surdéterminé par le contexte, par leur histoire, par leur... Je faisais un peu de provocation, je prie de m'en excuser, mais en tout cas, il faut se méfier des témoins, c'est tout ce que je dis. On ne prend pas comme un content ce que l'on nous dit, voilà. ce que nous dit un témoin, mais justement former au recueil du témoignage, c'est justement prendre cette distance. Comprendre à partir de quoi le discours est produit. Tout à fait. Sì. C'est une source qu'il faut critiquer. Vorrei solo aggiungere una piccola cosa su questo. Infatti forse anche io non userei la parola
se ho capito bene, diffidare del testimone. Io credo che sia importante avere una corretta metodologia che riguarda e la consapevolezza che il testimone racconta una storia della quale ci interessano moltissimo anche gli errori, i silenzi, le sue costruzioni e in questo senso è uno dei patrimoni più importanti per la storia pubblica, su questo non ci sono dubbi. Mi interessa moltissimo quando un testimone dice una cosa sbagliata, perché mi racconta della sua storia e della sua percezione della storia. Potrei fare tanti esempi su questo, ma magari vi faccio. Alors, sur la question du témoin, il faudrait rajouter que les témoins, c'est une question de méthodologie, c'est de comprendre qu'il est en train de raconter, de faire un récit, de faire une construction, et même les erreurs sont très importantes, parce que dans les erreurs, on comprend sa vision de l'histoire, son récit, etc. Ajouter, c'est une source, comme toutes les sources, elle est soumise à un examen critique. Voilà. C'est une source comme les autres. On va travailler sur le 19e, j'ai vu le témoin comme ça. On va prendre une dernière question. On va faire la pause toute la journée. On va avoir l'occasion de reprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'elles sont là, nous intéressent. Donc réservez vos questions. On va les distribuer toute la journée. Impressionnante. Et je me place un peu dans la continuité des questions auxquelles vous venez de répondre. Et je m'interroge sur le statut qu'a la connaissance que produisent les historiens publics, parce que je me demande si vous envisagez de changer la méthode de production de connaissances. En d'autres termes, est-ce que ce qui est produit avec les historiens publics, est-ce que c'est une histoire qui peut s'insérer dans l'histoire avec un grand H, ou est-ce qu'il s'agit d'une histoire pour un autre statut, pas forcément sous-histoire, et si elle n'a pas le même statut, est-ce que ça n'implique pas une autorité très forte des historiens? Voilà, c'est un peu... Oui, donc vous posez un peu le problème de la trahison des clercs de Julien Bala. C'est-à-dire, est-ce que, si on veut s'adresser au plus grand nombre, on trahit? Alors d'abord, moi je n'utilise pas le terme historien public, on est historien, c'est tout. Mais on s'adresse à d'autres publics. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise histoire. Autrement dit, la manière de médiatiser une histoire produite dans les conditions de sérieux méthodologique, etc., va forcément apporter un autre récit. Voilà. Donc, et cet autre récit n'est pas faux, il est différent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de trahison des clercs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je suis désolé de monopoliser pour les questions. Je vais juste vous poser, revenir sur l'interdisciplinarité. Je suis anthroposociologue de formation et je me suis mis il y a 20 ans à l'histoire et la mémoire sociale et culturelle. Donc je suis un peu dans une schizophrénie, effectivement, où je me dis, est-ce que je suis plutôt de ce côté que de l'autre? Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il est fondamental, je veux dire évidemment, d'essayer d'établir des passerelles, des articulations, je veux dire en replaçant les choses, c'est-à-dire en recadrant les choses avec les précautions méthodologiques et scientifiques nécessaires. Mais ce qui est important par rapport à la demande sociale que vous évoquiez dans vos exposés respectifs, c'est qu'on y répond de manière effective, très clairement, parce qu'il y a, je veux dire, comment répondre à quelqu'un qui est mobilisé aujourd'hui, soit sous forme individuelle, soit sous forme collective, sur les questions coloniales. C'est des choses très très importantes parce qu'elles ont un impact réel sur le rapport social tel qu'il se construit, quoi, pour essayer d'arrêter un petit peu ce délire de production, je veux dire, ou d'intervention dans l'espace public. Je crois que c'est important aussi de considérer que l'interdisciplinarité,
c'est pas, enfin, je pense pas que ce soit dans votre propos, c'est pas à côté. Je veux dire, le statut du témoin en anthropologie sociale, je veux dire, il est particulier. L'informateur, la personne ressource, et ainsi de suite. C'est des mots, enfin, importants, quoi. Donc, je pense qu'il faut. Je crois qu'il y a évidemment un débat méthodologique, épistémologique, scientifique, tout ce que vous voulez, mais je pense qu'il faut savoir à quoi correspond aujourd'hui la demande, clairement, quoi, hein, pour peut-être construire ensemble, quoi. Ça peut être un mot de conclusion ou au contraire l'occasion de... La demande, il me semble que c'est éducation, héritage, patrimoine, racines, comme vous voulez, et divertissement. S'il fallait résumer la demande sociale aujourd'hui par rapport à l'histoire, il me semble qu'on peut la résumer dans ces trois termes. C'est-à-dire l'éducation. Il y a une demande quand même de connaissance. Il y a une demande d'enracinement. Alors, avec tous les points d'interrogation, guillemets, etc., mais en tout cas, de rapport au passé individuel, collectif, mais pas forcément médié par l'institution, et puis le divertissement. Et je crois qu'il faut accepter aussi cette troisième dimension qui est extrêmement forte, là pour le coup économiquement. Et là, je me place toujours, non pas dans une réflexion sur l'histoire publique, mais dans une mise en œuvre d'un master qui est plus terre à terre. Sì, forse posso aggiungere che sì, sono molto d'accordo e credo che si tratti anche di accettare completamente il fatto che lo storico pubblico deve lavorare e specializzare, diciamo, declinare la sua conoscenza con altri linguaggi. Oui, il est d'accord avec Catherine Brice. Il dit qu'il ajoute simplement que l'historien public doit accepter de travailler et de décliner travailler avec et de décliner d'autres langages. Sì, e poi la domanda di prima era se la public history è una sottodisciplina della storia o se siamo altri tipi di storia. Certo, okay. Sì, su questo punto io anche ho un'esperienza molto recente della public history, ma credo che un public historian è uno storico. Sur la question qui posait le monsieur sur l'historien public par rapport à l'historien, lui aussi il a une expérience assez récente de l'historien public, mais tout d'abord il est historien. Enfin, un historien public c'est un historien. E che però lavora con alcuni accorgimenti metodologici specifici, ma non con una metodologia diversa da quello dello storico. Questo è molto importante. Qui travaille avec certaines spécificités, astuces spécifiques à l'histoire publique, mais qui surtout travaille avec une méthodologie qui est celle de l'historien. Pas des Canada. Pas des faux historiens. No, perché un mio studente ha detto che la public history è il blues della storia. Je crois que c'est une belle expression qui finit bien ce premier atelier. Je vous propose donc de faire une pause. Je ne sais plus quelle heure il est, mais bien sûr on a explosé le temps. De prendre 10 minutes de pause parce que c'est nécessaire si vous avez besoin de passer des coups de fil ou de prendre des coups de fil. Et puis ensuite, j'essaierai de réduire au maximum ma présentation parce qu'il y a un changement de programme. Il y aura une autre présentation d'un DU qui est plus en accord avec celui de Lorenzo, mais qui aura lieu au début d'après-midi pour des questions d'agenda. Donc je présenterai le projet passerelle tout à l'heure après la pause.